Maurice Richard, mieux connu sous son surnom The Rocket, est un des 3 joueurs les plus marquants de l'histoire du Canadien de Montréal. Premier joueur de la LNH à atteindre le plateau des 500 buts, il a aussi été le premier à marquer 50 buts en autant de parties. Mais le Québécois n'est pas qu'un simple joueur de hockey, il a été l'idole de tous les Canadiens français de son temps. Si aujourd'hui vous pensez que Cristiano Ronaldo, LeBron James ou encore Tom Brady sont des légendes, eh bien je vous demanderai de reconsidérer et me donner quelques minutes de votre temps pour vous parler de mon boy, Maurice The Rocket Richard. Maurice est venu au monde le 4 août 1921 à Montréal. Il apprend à patiner aux alentours de 5 à 6 ans sur des lacs gelés en hiver comme beaucoup d'autres de son âge. Il démontre une très grande passion pour le hockey dès sa jeunesse. À l'adolescence, vers ses 16 ans, il commence à travailler dans une usine pour aider sa famille où son patron, comme dans beaucoup d'autres entreprises à l'époque, est anglais et traite mal ses travailleurs canadiens français. Il fait aussi déjà partie de plusieurs équipes de hockey, notamment celle des Paquettes du Parc La Fontaine où durant la saison 1938-1939, il comptera 133 buts des 144 marqués par son équipe. Durant les années suivantes, il s'alignera avec les Maple Leafs de Verdun et les Canadiens seniors avec lesquels il se cassera la cheville en 1940 au premier match de la saison et se fracturera ensuite le poignet l'année suivante après seulement quelques joutes. Ces blessures expliquent pourquoi l'armée ne le sélectionnera pas en 1942 en pleine Deuxième Guerre mondiale. Avant le début de la campagne de 1942-1943, il est invité au camp des Canadiens de Montréal où il impressionne l'entraîneur Dick Irvin, même si le reste de l'organisation le trouve trop fragile pour jouer dans la Grande Ligue. Il finit tout de même par décrocher un contrat suite au camp d'entraînement avec l'équipe pour 5 000 par année, qui reviendrait à peu près 91 500 $ aujourd'hui. On le surnommera rapidement la comète dès le début de la saison dû à son style de jeu intense, déterminé, passionné et surtout son regard de feu quand il joue. Malheureusement, des articles sur lui sortiront dans les journaux le traitant de faible et de citron à la suite d'une fracture à cette même cheville pendant son 16e match, après avoir enregistré 5 buts et 6 passes pour 11 points dans la saison. On se disait déjà que sa carrière était terminée avant d'avoir commencé parce qu'Howie Morenz, légende du Canadien, était mort d'une blessure semblable quelques années auparavant. Cependant, Richard n'avait pas dit son dernier mot. Au début de sa 2e année, l'organisation du Canadien ne semble plus avoir confiance en lui et le cloue au banc au début de la saison. Mais son envie de jouer lui donne finalement une opportunité qu'il saisit. À son premier match de la saison, il score un but, impressionnant ainsi le coach qui le placera à la droite de Lack et Blake pour former la punchline, pour souligner leur capacité à compter des buts. Peu de temps après, naît sa première fille, Huguette, qui pesait 9 livres. Il passe alors du numéro 15 au 9 pour cette raison. C'est durant cette saison de 1943-1944 qu'il héritera de son surnom, le Rocket. Il finira la saison avec 32 buts, ce qui fait de lui le 4e joueur des Canadiens à dépasser 30 buts en une saison. Lors de la 2e partie de la première ronde des playoffs, Irvin trouve qu'il ne joue pas assez bien et se met à l'engueuler et le traiter comme tous les autres Canadiens français, c'est-à-dire comme de la marde. You Frenchies are all alike. It is in your blood. You are nothing but a cowardly, no spunk, no stiff upper the chicken droppings. Le Rocket répond en finissant la partie avec 5 buts dans une victoire de 5-1 contre les Maple Leafs de Toronto, récoltant les 3 étoiles du match. Parce que oui, dans ce temps-là, on pouvait avoir les 3 étoiles dans le même match. Les Canadiens continueront leur périple en série en gagnant la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1931 avec 12 buts de Maurice. Lors de la saison 1944-1945, il continue sur sa lancée et s'attire les foudres des autres équipes de la LNH. Étant un des rares francophones de la Ligue et avec le talent qu'il possède, il est victime de beaucoup d'injustices et de coups salauds. Il se fait traiter de cruche dans les médias anglais et ne bénéficie d'aucune protection de la Ligue malgré son statut de super vedette. Ce qui nous mène au 17 décembre 1944. Les Canadiens jouent contre les Rangers de New York qui ont mis dans leur alignement Bob Dill, un joueur qui est suspendu dans la Ligue américaine dans le seul but de blesser Richard. Après un coup salaud de sa part, Maurice se relève lentement et drop les gants devant Dill. Les 2 joueurs se rapprochent jusqu'à ce que... Tabarnak. Mais Dill en veut encore. Mais même à ça, Dill en veut encore. Avec ce combat, Maurice démontre qu'il peut définitivement jouer dans la Grande Ligue et qu'il peut se défendre par lui-même. Quelques jours plus tard, le 28 décembre, Maurice passe la journée à aider quelqu'un de sa famille à déménager. Son beau-frère,
pariera de l'argent que Maurice ne comptera aucun but cette soirée-là et il finit la rencontre avec 5 buts et 3 passes dans la victoire. Fallait jamais parier contre Maurice. Le 15 février, il rattrape Joe Malone en marquant son 44e but de la saison, devenant ainsi le joueur ayant compté le plus de buts en une saison dans la LNH. Il finira cette saison à 50 buts, le premier à atteindre ce record en 50 matchs. Le mot court à travers la ligue que les meilleurs joueurs seraient tous partis à la guerre et que le Rocket en profiterait pour jouer les héros, malgré qu'il se soit fait rejeter 2 fois par l'armée. Les Canadiens ne gagneront toutefois pas la Coupe Stanley en 1945. En 1945-46, la punchline est toujours dans le top 10 des marqueurs de la ligue et le tricolore gagne la Coupe Stanley en éliminant les Bruins de Boston en 5 matchs, la deuxième de Maurice. L'année d'après, il gagnera le trophée Hart donné au meilleur joueur de la saison. Quelques années plus tard, en 1952, Maurice n'a toujours pas gagné le championnat des compteurs parce que les autres joueurs vedettes se font donner des points, même quand ils ne sont pas sur la glace. Cette même année, au dernier match des finales contre Boston en deuxième période, il reçoit un cheap shot de Léo Labine et tombe sur la glace. Il se fend la tête, avec probablement une commotion cérébrale au passage, et part à l'infirmerie se faire recoudre. Avec 4 minutes à jouer, en troisième période, il revient au jeu et... compte 2 buts pour faire gagner l'équipe 3-1. Mais malgré ça, les Canadiens ne gagneront pas la Coupe Stanley en 1952. C'est aussi en 1952 que Maurice va faire publier un article dans le journal sur toutes les injustices que lui et ses coéquipiers canadiens et français subissent dans la Ligue juste parce qu'ils sont francophones. Les coups salauds, les insultes envers les francophones tolérés, les arbitres, la Ligue qui les protège pas, etc. Lors de l'année 1952-1953, il gagnera sa 3e Coupe Stanley avec l'équipe, année durant laquelle il atteint le plateau des 325 buts, un sommet dans l'histoire de la LNH. Durant les célébrations, Irvin, le coach anglophone, adresse un discours de remerciement à ses joueurs en partie en français, démontrant ainsi son respect envers les joueurs francophones. Merci beaucoup pour votre patience jusqu'à ce que nous remportions la Coupe Stanley. And now, let's drink some champagne. Ce qui encouragera certainement le numéro 9 à continuer son combat pour que les joueurs francophones soient aussi bien considérés que les joueurs anglophones par les entraîneurs, par les joueurs et la Ligue. Il continue de faire écrire des articles dans le journal par la suite pour défendre les Canadiens français. Jusqu'au jour où il s'attaque publiquement à Campbell, le président de la LNH en 1953-1954. Campbell lui interdira de jouer à moins qu'il ne se rétracte sur ses propos, ce que Maurice accepte de faire à contre-cœur. La suite de notre histoire se passe à Boston le 13 mars 1955, en 3e période où il se prend un coup de bâton à la tête. Et décide d'aller se venger sur son assaillant. Un des arbitres l'attrape et le tient sur place pendant qu'un joueur des Bruins le frappe au visage. Il se retourne alors d'un coup pour frapper l'arbitre. La LNH le suspendra pour le restant de la saison 1955, incluant les séries éliminatoires. Aucune suspension pour le gars l'ayant frappé à la tête. Richard songe à arrêter sa carrière
car il n'en peut plus du traitement et de la discrimination de la part des joueurs anglais. À la suite de cet incident, le 17 mars 1955, Campbell se rend au match des Canadiens de Montréal contre Détroit, alors que la police le lui déconseille totalement, mais il ignore cet avis. I do not give a single fuck. Les partisans sont furieux de sa présence et lui lancent tout et n'importe quoi, jusqu'à ce qu'une bombe artisanale explose dans le forum de Montréal. La partie est immédiatement arrêtée et la victoire concédée à Détroit. La ville est en furie contre Campbell et la Ligue, tellement que directement après la partie, une émeute éclate dans la métropole. C'est tellement le bordel que le lendemain, pour calmer les choses, Maurice va à la radio pour demander à la foule de se calmer. Il va aussi annoncer qu'il continuera sa carrière l'année suivante. Le Rocket jouera les 5 prochaines saisons avec les Canadiens, durant lesquelles ils gagneront 5 fois la Coupe Stanley d'affilée. C'est aussi durant la saison 1957-1958 que Maurice comptera son 500e but en carrière, premier joueur de l'histoire de la LNH à atteindre ce record. Quand même crazy. Maurice terminera sa carrière en 1960, totalisant 544 buts et 422 passes pour 966 points en tant que Canadien de Montréal. Il aura fracassé et établi des records que personne n'aurait pensé atteindre à son époque, notamment 50 buts en 50 matchs, 500 buts en carrière, 8 Coupes Stanley, etc. Mais au-delà de tout ça, c'est qui Maurice Richard? Venant d'une famille ouvrière francophone, il a surmonté plusieurs obstacles pour atteindre le sommet de la LNH, tout en conservant et en démontrant les valeurs de travail acharné et de résilience auxquelles se sont identifiés les Canadiens français. L'émeute de mars 1955 reliée à la suspension controversée est souvent vue comme le début de la Révolution tranquille au Québec et de l'éveil d'une conscience nationaliste du peuple québécois, ce qui explique que nous sommes maintenant Québécois au lieu de Canadiens français. Maurice représentait un modèle de réussite, de détermination et de domination dans un sport majoritairement anglophone pour les Canadiens français, à un moment où les francophones étaient marginalisés, ce qui a renforcé la fierté et l'identité des Québécois de cette génération et toutes celles qui ont suivi en grandissant avec le hockey. Il a grandement contribué à défendre les intérêts des Canadiens français tout au long de sa vie, comme par exemple lorsqu'il a signé une pétition en faveur de la loi 101, loi ayant pour but de protéger la langue française partout au Québec et de la promouvoir comme langue officielle de la province. Pour vous dire à quel point il y a eu un impact sur les jeunes d'ici, je vais vous montrer une partie de l'ovation qu'il a reçue en mars 96 à la dernière partie jouée au Forum de Montréal. Ça dure 16 minutes. J'en ai des frissons pour vrai. En 1999, pour rendre hommage à sa carrière, les Canadiens de Montréal font don du trophée Maurice Richard à la LNH pour récompenser le joueur qui a marqué le plus de buts au cours de la dernière saison. Il est mort le 27 mai 2000 de maladie. À ses funérailles, plus de 115 000 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage à la basilique Notre-Dame de Montréal. Sur ce, j'aimerais terminer cette vidéo sur ces mots de ma maman. Par son courage et sa détermination, Maurice a inspiré tout un peuple, les Canadiens français, en leur donnant l'espoir que l'égalité dans le sport et dans la vie de tous les jours est un but atteignable et qu'il faut se tenir debout pour y arriver.